Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et c'est l'heure, comme tous les dimanches matins, de votre rendez-vous économique. Bonjour, monsieur Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Eh bien Maxime, aujourd'hui je vais vous emmener à Romans-sur-Isère pour découvrir 1083, la marque qui a relancé le jean Made in France, en créant tout un écosystème textile à moins de 1083 km de chez vous. Et nous recevons un créateur qui a réussi à transformer une passion en un véritable projet éditorial et entrepreneurial. Il s'appelle Yann Delplanque. Il est le fondateur du podcast à succès Dans la boîte à gants, un podcast aux 400 000 abonnés qui raconte des histoires humaines à travers l'automobile. Et il publie aux éditions First le livre du même nom. Et nous sommes avec Benjamin Watine, notre consultant entrepreneurial. Il va nous parler de comment un entrepreneur se rémunère-t-il vraiment. Ça intéressera également notre invité. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Mon cher Thomas, pour commencer cette matinée du dimanche comme il se doit, on va partir ensemble à Romans-sur-Isère pour une aventure textile qui, on va pas se mentir, sent très bon le Made in France. On parle jean, mais pas n'importe quel, ceux de la marque 1083. C'est une idée née dans un petit coin de la Drôme, mais qui a fait beaucoup de chemin. Oui Maxime, 1083, c'est d'abord une réponse à une industrie textile sinistrée. En 2013, Thomas Hurier, alors gérant d'une boutique de mode éthique, se dit « Pourquoi ne pas relancer un jean 100% français ?» Avec son frère Grégoire, il lance un pari un peu fou, fabriquer des jeans qui ne parcourent pas plus de 1083 km, la distance entre les deux villes les plus éloignées de France. Résultat, un financement participatif est lancé pour 100 jeans et ils en vendent 1000. Mais c'est une belle preuve d'enthousiasme populaire. Et la suite, comment ils ont tenu la fameuse promesse du Made in France jusqu'au bout? Parce que ça a l'air d'être le cas. Oui, c'est le cas, avec beaucoup de persévérance, Maxime. Et c'est un vrai sens du collectif. En 2014, ils ouvrent leur premier atelier à Romans-sur-Isère. Puis ils reprennent leur principal fournisseur de denim dans les Vosges. En 2021, un deuxième atelier voit le jour et ils construisent un véritable écosystème textile. Autour d'eux, 30 partenaires, des boutons fabriqués localement, des sneakers se produisent à la Cité de la Chaussure, toujours dans un rayon de 1083 km. En 10 ans, ils créent 105 emplois directs et remettent la filière en mouvement. Et à l'heure où on se parle, où en est la marque 1083, est-ce qu'elle continue comme ça d'innover? Plus que jamais, en 2024, ils lancent leur premier jean en coton 100% français, cultivé et recyclé dans l'Hexagone. Après le jean infini, recyclable et consigné, ils poussent encore plus loin l'engagement environnemental. Et petite précision, Maxime, on avait reçu d'ailleurs Thomas Hurier, lui-même, le président de 1083 l'an dernier, dans le numéro 75 d'Osez entreprendre. Donc pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire de la marque, l'émission est toujours disponible en replay sur notre plateforme Osez. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et pour poursuivre cette conversation avec une certaine forme d'audace en réalité, mon cher Thomas, nous sommes avec Yann Delplanque. C'est le créateur du podcast à succès Dans la boîte à gants, conférencier également, entrepreneur. Et il vient de publier un livre du même nom que son podcast et c'était aux éditions First. Bonjour Yann Delplanque. Bonjour Thomas. Alors pour ceux qui nous suivent sur radio.fr ou sur la chaîne YouTube, je montre à l'écran, à la caméra, votre ouvrage qui vient de sortir, donc aux éditions First, comme le disait Maxime. Alors je vais vous citer, si vous le permettez, pour commencer notre échange de ce dimanche matin. Vous écrivez dans votre livre, d'ailleurs vous le commencez ainsi, « Je suis persuadé que chacun d'entre nous a quelque chose qui le rend unique et que l'on devrait apprendre à le cultiver. Pour ma part, ce quelque chose, c'est une passion dévorante pour l'automobile et la moto, au point même d'ailleurs d'inquiéter ma mère lorsqu'elle a compris que je pouvais reconnaître n'importe quelle voiture à ses phares dans la nuit. Ça commence ainsi, on pourrait même dire que votre destin entrepreneurial débute de cette manière. » On peut dire ça effectivement, il m'a fallu 25 ans pour l'assumer, cette passion. De base, j'étais fiscaliste, donc absolument rien à voir. Et je pense que, comme beaucoup, le confinement a aidé à trouver un sens et à me dire que finalement la vie est assez courte et qu'il faut savoir saisir la vie qu'on veut vraiment avoir. Alors justement, vous avez parlé de votre passé de fiscaliste. À 25 ans, je continue de vous citer, vous vous décrivez comme le cliché du jeune cadre dynamique dans un cabinet d'avocat d'affaires. Vous avez une collection de costumes, vous parlez franglais et en acronyme. Et vous avez osé, vous aussi, écouter cette petite voix intérieure qui vous disait de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ce sera un échec parce que vous lancez dans l'automobile. Mais là, c'est pas la réussite de l'entrepreneur que vous espériez. À vrai dire, je me suis laissé un an pour faire quelque chose de cette passion. Et effectivement, avant que le podcast arrive, au bout de 3-4 mois, j'ai lancé d'autres projets qui ont été des flops. La chance que j'ai eue, c'est que je m'en suis rendu compte assez vite. Alors, vous n'abandonnerez pas pour autant. Et par le hasard de la vie, dites-vous, moi je croyais que Paul Éluard avait dit que le hasard n'existait pas, c'était seulement des rendez-vous.
Vous rencontrez des créateurs de podcasts et là, l'idée vous vient de créer Dans la boîte à gants, même si le nom d'ailleurs, c'est pas de vous, c'est de votre petit frère Théo. C'est de mon petit frère, tout à fait, qui l'a trouvé un peu éméché tard dans la nuit. Ça aurait pu avoir un autre nom qui aurait été peut-être un peu moins bien. Et effectivement, c'est une rencontre un peu inattendue qui a fait que j'ai lancé ce podcast en me disant tout simplement, je vais créer le podcast que j'aurais aimé écouter. Alors on va s'intéresser justement à votre podcast, parce que monter un podcast indépendant, l'installer sur la durée et en faire une marque, c'est une aventure entrepreneuriale, en tout cas moi je l'estime comme telle. Et réussir à devenir en 5 ans la référence du secteur, en plus, c'est un exploit. J'imagine que quand vous avez lancé cette aventure il y a 5 ans en arrière, vous ne pensiez pas arriver à être la référence. Non, je pense que... On le souhaite, mais on n'est pas sûr. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a eu une part de naïveté qui est nécessaire au début quand on se lance dans un tel projet. Et puis après, il y a une réalité économique qui arrive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir, entre guillemets, sur ses réserves très longtemps. Donc c'est soit on arrive à en vivre, soit on est obligé de passer à autre chose. Et donc il a fallu mettre en place plein de systèmes, tester plein de choses, encore une fois des échecs, avant d'arriver à un modèle économique qui soit viable. Alors on va en parler dans un instant du modèle économique, mais qu'est-ce qui est le plus difficile, Yann Delplanque ? C'est créer du contenu de qualité ou justement trouver un modèle de financement durable ? Je dirais les deux, mon général, mais sûrement trouver, se renouveler dans le contenu, toujours trouver des invités plus incroyables les uns que les autres. En tout cas, c'est là où je me challenge le plus. Le modèle économique, une fois qu'il est trouvé, c'est quelque chose qui, je ne vais pas dire qu'il va tout seul, mais qui a une certaine stabilité et une demande moins d'efforts. Alors justement, on s'intéresse au modèle économique parce que dans Oser entreprendre, on parle argent aussi. Quand vous lancez ça, c'est quoi le modèle économique et quelles sont vos premières sources de revenus ? Parce que, 5 ans après, c'est autre chose, mais au début, c'est quand même là où on se pose pas mal de questions. La première année, il n'y a pas de modèle économique. Je vis sur mes réserves, je crée du contenu, je suis passionné par ce que je fais. Et au bout d'un an, je n'ai plus de réserve, donc je me pose la question comment je vais faire pour en vivre. Donc au début, ça peut être des épisodes que j'ai vendus à des marques à travers leur parcours. Ils racontent leur histoire et ils parlent au travers de leur histoire de la marque. Ensuite, ce sont des collaborations qui ont été faites sur du plus long terme. Donc là, des budgets plus importants et surtout plus de stabilité, puisqu'une régularité de revenus chaque mois. Alors du coup, vous avez commis des erreurs probablement, en tout cas vous avez dû les estimer, les voir. Quelles sont celles qui vous ont fait progresser le plus vite ? Je pense que dans la question, il y a un peu la réponse, c'est-à-dire que pour moi, il faut échouer rapidement produire beaucoup pour échouer rapidement et progresser vite. Je pense que j'en fais encore maintenant des erreurs et j'en ferai tout le temps. Un entrepreneur qui ne fait pas d'erreurs, pour moi, est difficilement qualifiable d'entrepreneur. Je pense que ce qui est important dans la création de contenu, c'est de garder sa ligne éditoriale, son éthique. Et peut-être que des fois, des contrats peuvent vous écarter un petit peu de cette ligne. Justement, Yann Delplanque, est-ce que les erreurs commises, que vous évoquez sans les préciser, vous ont fait douter au point d'envisager peut-être d'arrêter ? Jamais. À un moment donné ? Non, jamais. Jamais. Je pense que si quelque chose me fait arrêter un jour, c'est que je n'aurai plus de rêve en termes de contenu, de rencontres à faire. Là, pour vous dire, la suite, c'est l'international. Tant que j'aurai des rêves, j'arrêterai pas. Vous voyez, Laurent Tapie, qui était à votre place il y a quelques mois en arrière, qui a repris la marque Delage, pour ceux qui ne le savent pas, disait que la principale qualité pour lui qu'il voyait dans un chef d'entreprise, c'était la résilience. Quelque part, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Ah oui, c'est une certitude. Et d'ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, je pensais naïvement, avant de devenir entrepreneur, que c'était quelque chose qui était fait pour tout le monde. Je me rends compte, malheureusement, que ce n'est pas le cas. Quel est, selon vous, l'état d'esprit indispensable qu'il faut avoir pour entreprendre dans le secteur créatif ? Parce que vous êtes dans le secteur créatif. Je pense qu'il faut être conscient que tout va très vite, tout évolue très vite, et ne jamais se dire qu'à partir du moment où on a compris quelque chose, c'est une certitude, c'est quelque chose d'acquis. Si on fait ça, au bout de 6 mois, on peut tout perdre. Et puis surtout se renouveler, parce que sinon l'ennui arrive. Moi en tout cas, l'ennui peut arriver très rapidement. Donc j'ai besoin de sortir de ma zone de confort et me rechallenger. Alors justement, se renouveler, se diversifier, se développer, vous l'avez fait. Vous avez commis, comme on le dit vulgairement, un livre qui s'appelle Dans la boîte à gants, que je remonte à la caméra. Ce livre, justement, vous avez choisi de le publier aux éditions First. Qu'apporte pour vous le format livre, alors que le podcast permettait déjà de faire beaucoup de choses
C'est 31 portraits, pour préciser ce qu'on peut retrouver dedans. Donc j'invite ceux, Noël arrive, qui veulent mettre un cadeau au pied du sapin. C'est beaucoup de portraits, ça se lit assez facilement dans le sens où on peut picorer. On n'est pas obligé de lire de la première page à la dernière page. C'est 31 portraits, donc on peut s'intéresser aux portraits de Jackie Stewart, de Harry Vatanen, j'en cite quelques-uns, Henri Pescarolo, Dominique Chapat, notre confrère de M6, Margot Lafitte également, Henri Lecomte, assez éclectique d'ailleurs, pas que des gens qui sont dans l'automobile, mais des gens qui s'y intéressent ou qui le commentent. Exactement, c'est le point commun, c'est la passion pour l'auto ou la moto, mais ce ne sont pas forcément des gens qui y travaillent. Et pour répondre à votre question, je pense que le livre est un objet tangible, là où ce que je crée, même si j'ose espérer que ça devienne des archives pour beaucoup, ça reste de l'audiovisuel, et je trouve que l'objet est quand même intéressant. Alors beaucoup de nos auditeurs qui vous écoutent, mais même avant de vous écouter, se posent souvent la question, d'ailleurs, parce que certains rêvent de lancer leur podcast, certains le font d'ailleurs, ou leur projet créatif. Quel conseil, maintenant que vous avez 5 ans d'antériorité dans le domaine, quel conseil vous pourriez leur donner pour savoir comment ils doivent s'y prendre au début? Est-ce qu'il y a un conseil majeur que vous avez en mémoire? Je dirais que le début, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de durer. Ouais. Et c'est pour ça qu'avoir une passion... Faut se druckeriser, donc. Ouais, exactement. Et le fait d'avoir une passion, c'est quand même un allié dans les moments difficiles. Donc... tant qu'à se lancer dans un sujet, autant que ça soit un sujet quand même qui vous plaise. Alors, dernière question pour vous, Yann Delplanque. Si vous deviez laisser un objet symbolique dans la boîte à gants des auditeurs qui nous écoutent pour les inspirer à entreprendre, vous y glisseriez quelle idée? C'est une bonne question, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. On est un peu là pour ça, voyez-vous. Ouais, c'est vrai. Là, on le reconnaît tellement. C'est vrai, là, je suis cueilli, là. Un objet... Ou une idée. Allez, je vous aide. Une idée. Je suis pas sûr que je vous aide d'ailleurs. Mais non, je vais rester sur l'objet, sinon je vais partir trop loin. Je pense que la base de tout ce que je fais, c'est le voyage. Je voyage énormément pour rencontrer mes invités. Donc, aller à la rencontre du monde, voyager. Exactement. Donc un passeport. Un passeport que je suis en train de refaire, je vais refaire juste après. Donc un passeport, c'est très bien. Merci à vous, Yann Delplanque. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. N'oubliez pas votre passeport. Et je rappelle que vous êtes le créateur du podcast Dans la boîte à gants et auteur du livre du même nom. C'est aux éditions First. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Pour clore ce numéro d'Oser Entreprendre, mon cher Thomas, nous sommes avec Benjamin Watine. C'est le cofondateur de Sovon, plateforme d'investissement pour les entreprises en croissance et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et aujourd'hui, avec les débats sur la taxation des entrepreneurs qui ne cessent de revenir, notamment on le voit quand on étudie la loi de finances, mais il y a une réalité quand même qui reste méconnue, c'est un entrepreneur. Il est certes entrepreneur, mais comment il se rémunère? Oui, Maxime, parce qu'on imagine quand même souvent que créer sa société, sa boîte, comme on dit plus trivialement, c'est gagner sa liberté et un bon salaire. Bon, on l'a entendu avec notre invité, c'est pas systématique, surtout au démarrage. Mais dans la réalité, Benjamin, très concrètement, un entrepreneur, ça gagne combien? Parce qu'on va s'intéresser aux chiffres. Et bien souvent, pas grand-chose, il faut le dire. Contrairement aux idées reçues, beaucoup d'entrepreneurs ne se paient pas la première année, les premiers mois. Et pourquoi? Parce que chaque euro compte, chaque euro doit être utilisé pour produire, recruter, tester le marché, test and learn, comme on dit. Et l'entrepreneur est son propre premier investisseur, il repousse sa rémunération pour faire survivre l'entreprise. Donc si je vous entends bien, si j'ai bien entendu notre invité, et ça a été son cas d'ailleurs, pas de salaire de patron au démarrage. Non, bien au contraire. En moyenne, un dirigeant de start-up, en amorçage en France, ça gagne entre 1500 et 2500 euros. 2500 euros selon l'INSEE pour toute la profession indépendante en moyenne donc. Et encore, ça c'est quand ils peuvent se verser un salaire, parce que beaucoup optent pour le zéro salaire et espèrent des dividendes qui n'arrivent qu'après plusieurs années de croissance, parfois jamais, mais tout ça avec des semaines de 60 heures et zéro garantie. Donc même quand l'activité décolle, il faut choisir se payer ou réinvestir. Si je vous écoute, ça donne pas forcément envie à un entrepreneur de se lancer. Alors pourquoi se lancer justement si c'est ni confortable ni rentable au démarrage? On l'a vu avec Yann juste avant, parce que l'entrepreneuriat c'est pas une recherche de rente, c'est une quête de construction et de sens. Et on rappelle statistiquement 7 startups sur 10 disparaissent dans les 5 premières années. Mais pour ceux qui réussissent et qui continuent, la vraie rémunération, c'est d'abord la liberté, l'autonomie, la fierté de créer. Et oui, quand ça marche, il peut y avoir des dividendes ou même une revente. Et mon conseil, en revanche, aux futurs entrepreneurs, s'il vous plaît, prévoyez 12 à 18 mois d'épargne personnelle avant de vous lancer. C'est la clé pour tenir sans pression financière immédiate. Merci Benjamin. Merci Thomas. Et merci beaucoup, mon cher Thomas. On se retrouve dans un instant donc pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.